Bonjour les Acamiens, c'est bientôt Noël, l'heure de la fête, des cadeaux, mais chez Acam, c'est du sérieux qui s'annonce. Bah oui, nous adorons prendre le contre-pied du calendrier et faire un pied de nez aux conventions sociales. Ah ben, 2 pieds dans la même phrase, contre-pied, faire un pied, tu les as pas tous les deux dans le même sabot, hein, bravo. Bon, enfin en tout cas, le compte est bon, on a chacun 2 pieds et ça tombe bien puisque l'on va parler d'argent. Et oui, mais comme on essaye quand même d'être un peu raccord avec l'actualité, nous nous sommes calés sur la couleur du sapin et avons décidé d'aborder la finance verte. Ah bah très drôle. Et oui, c'est d'actualité au Luxembourg puisque le 13 décembre dernier, Julie Baker, qui est CEO de la Bourse de Luxembourg depuis avril 2021, a été consacrée décideur économique le plus influent du Luxembourg lors de la 9e édition du Paper Jam Top 100. Ce titre salue, entre autres, sa clairvoyance puisqu'elle fait partie de ceux qui ont pressenti la finance durable comme une opportunité de développement. En 2016, déjà, elle avait pris part à la création de la première et principale plateforme mondiale exclusivement dédiée à la finance durable, le Luxembourg Green Exchange. Et la boucle est bouclée ici, parce que parmi les membres du jury qui lui ont délivré ce prix, il y avait Georges Bock, notre invité pour ce podcast. Excellent. Georges Bock, lui aussi, est un fin connaisseur en matière de finance. Après 27 ans passés chez KPMG, dont 4 ans comme managing partner à Luxembourg, sa participation à nombreuses associations professionnelles de régulation, de gouvernance ou d'expertise, il a fondé Moneyflow, dont il est l'actuel CEO. Alors, pour vous expliquer, Moneyflow, c'est une application à destination de tous, experts ou débutants, pour investir dans des projets durables qui font sens pour chacun. Et c'est aussi et surtout le fruit d'une réflexion qu'il mène depuis longtemps. Je pense qu'on peut même dire toujours, finalement. Possible, ouais. Tu as raison. Et l'homme est un convaincu que la finance a un vrai rôle à jouer pour le développement social, solidaire et durable. Avec lui, nous abordons donc cette finance durable. Effet de mode ou nécessité impérieuse? Miroir aux alouettes ou réelle envie de faire bouger les choses? Les questions se posent évidemment. Ah oui, parce que les placements divers sont effectivement en plein boom, mais l'enquête récente du Monde, qui est intitulée La grande tromperie des fonds d'investissement verts, révèle, comme d'autres médias européens d'ailleurs, que la moitié des fonds d'investissement durables investissent dans les énergies fossiles. Ça fait quand même un peu peur, hein? Ouais, je dirais surtout que ça décourage. Qu'à cela ne tienne, Georges Bock est un fervent défenseur de ce principe qui veut que nous sommes tous consomme-acteurs et en somme de piloter bien plus qu'on ne le pense les évolutions du marché et du monde. Oui, en choisissant à qui on donne ses sous, la manière dont on veut investir, même de petites sommes, les projets que l'on soutient, nous contribuons évidemment à faire croître telle ou telle forme de société pour demain. Mais pour cela, il faut être vraiment informé pour décider en conscience et pour que cela réponde à nos valeurs, nos principes et notre éthique. Pour Georges, un seul mot d'ordre, la transparence, qu'il veut la plus accessible possible à tous, experts comme débutants, avant d'investir. Et d'ailleurs, seuls les fonds qui entrent dans les articles 8 et 9 du règlement européen sur la divulgation des informations relatives au financement durable ont droit de citer sur la plateforme Moneyflow. Il en fait vraiment un gage de qualité et d'ouverture vers une vraie finance durable. Génial. Et si maintenant on pouvait dire qu'investir devenait un acte citoyen? Allons poser la question à Georges. Il est tellement captivant que nous n'avons pas vu l'heure passer. 1 heure, waouh, un beau cadeau dis donc pour les fêtes. Nous sommes généreuses chez Acam, nous aimons vous faire plaisir. Exactement. Allez, c'est parti. Bonjour Georges, bienvenue. Bonjour. Bonjour Georges. Alors si je dis Georges Bock à Luxembourg, je peux avoir a priori 2 réponses selon les générations. Soit ancien big boss de KPMG Luxembourg, soit entrepreneur fintech super dynamique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, également à nos auditeurs, en tout cas, te présenter et comment tu as envie de le faire aujourd'hui? Oui, c'est une présentation intéressante. Je crois que on pourrait dire les deux restent encore toujours vrais. Alors que, oui, effectivement, j'étais pendant pratiquement 30 ans chez KPMG. Aujourd'hui, oui, je suis dans la fintech, mais j'aurais dit, il y a une constante là-dedans, c'est l'entrepreneuriat. À la fois, lorsque j'étais chez KPMG, j'étais un entrepreneur, je voulais faire bouger les lignes.
Et cela reste également aujourd'hui le cas. Donc aujourd'hui, je veux bouger les lignes pour la finance durable, et notamment également pour cela le goût pour la fintech. Autre chose que j'aimerais également mettre en avant, même en étant chez KPMG, je me suis toujours intéressé à l'engagement social. À l'époque, j'étais principalement engagé auprès d'une organisation qui s'appelle l'île aux clowns, des clowns hospitaliers, des clowns qui visitent des gens en détresse, les réfugiés. Cela, j'ai encore su étendre cela avec l'UNICEF, où je suis également au board. Et c'est quelque chose qui me tient également beaucoup au cœur. Donc, l'engagement social, je crois que c'est également quelque chose qui fait partie de ma vie. Et puis, je suis père de 2 enfants qui me tiennent également beaucoup à cœur. Et voilà ce qui est un peu, je dirais, Georges Poc. Alors, en fait, t'anticipes d'une certaine manière sur ma prochaine question, parce que nous, on t'a sollicité donc, dans le cadre de la série Finance. Mais comme tu sais, ACAM s'est donné pour mission de mettre en avant des projets, des initiatives qui œuvrent pour un mieux-être individuel et collectif, mais aussi planétaire. Bon, alors quand on pense argent, spontanément, on a parfois du mal à imaginer en quoi ça peut contribuer au mieux vivre. Alors évidemment, en disant ça, je ne parle pas de revenus individuels, parce qu'évidemment, on sait bien qu'on a besoin d'argent pour être heureux jusqu'à un certain point, ça c'est à discuter, mais bel et bien de l'argent que chacun, quand il peut évidemment le faire, est susceptible d'investir. Tu parlais à l'instant de social, c'est là qu'entre en jeu le sujet de notre interview, la finance durable. D'abord, est-ce que tu peux nous en définir les contours de cette finance durable? D'accord. Oui, bon, je pense qu'effectivement, et donc là, c'est également quelque chose que j'ai toujours essayé de faire, c'est construire des ponts entre les mondes. Et donc, il y a le monde de l'économie, il y a le monde du social, et beaucoup de gens pensent que c'est irréconciliable, alors que je pense que ce n'est pas le cas. L'économie, c'est bien plus que consommer, c'est bien plus que gagner de l'argent. Oui. L'économie doit avoir comme objectif également de créer un cadre social dans lequel les gens peuvent accomplir leurs objectifs professionnels, familiers, etc. Donc, je crois que c'est très important. Maintenant, si on dit que l'économie a une vocation qui est plus grande, donc on peut également penser autrement, avoir une autre perception de l'argent. L'argent en tant que tel peut être un moyen de justement diriger la société vers ce qu'on voudrait qu'elle fasse. Donc il y a clairement une possibilité de changer le monde avec l'argent. Donc l'argent n'est pas le problème, ça peut être en fait c'est une des solutions du problème. Et donc c'est également comme ça qu'il faut le percevoir. Maintenant, je crois qu'également, lorsqu'on veut changer un cadre social, bon, il y a différents moyens. Un moyen, c'est d'aller aux élections, n'est-ce pas? Donner son vote. C'est bon à rappeler. Mais les élections, ça se passe uniquement tous les 4 à 5 ans. Donc, c'est un exercice où parfois les gens commencent à se perdre parce qu'ils ont toujours cette envie que la réaction soit immédiate, etc. Donc, mais ça reste un élément important. Et un autre élément important lorsque je veux agir sur ma société, c'est consommer d'une certaine façon. Je peux refuser d'avoir une telle consommation, une telle consommation. Et c'est important, mais c'est uniquement réaliste jusqu'au point où il y a des alternatives consommables et payables. Et donc, d'un côté, il y a une demande, mais de l'autre côté, il y a une offre. Et pour diriger son argent ou pour diriger la société vers des produits qu'on aimerait avoir, il faut également pouvoir faire des investissements dans ces entreprises qui produisent ce que je voudrais avoir. Et donc, c'est là où, en fait, les mondes se rejoignent et où, effectivement, il faudra dire, avec son argent, j'ai la possibilité de diriger une société, mais j'ai également la responsabilité peut-être de diriger la société. Et je crois que par le passé, on était tous éduqués, en tout cas j'étais encore éduqué comme cela, que épargner, ça voulait dire, et investir plutôt, mais épargner voulait dire donner son argent à une banque qui me donne de l'intérêt. Voilà ce qui était épargné. Alors
il fallait on n'avait pas expliqué aux gens que donner son argent à la banque, c'est une bonne chose, je ne dis pas que c'est mauvais, mais on donne quelque part la clé de l'utilisation de cet argent également à la banque, sans le pouvoir nécessairement de pouvoir influencer cela. Et je crois que voilà, ce sera une des nouvelles façons de pouvoir diriger ce monde, c'est de dire, OK, moi je vais prendre mon argent et je vais décider moi-même ce que mon argent fera, et ce sera uniquement en ligne avec mes valeurs. C'est-à-dire, je choisis de mettre mes sous dans une société, une entreprise qui produit, fabrique ou rend un service qui correspond à ce que moi j'attends, en fait. Voilà. Et donc, je crois que le système également, le système économique qu'on a actuellement, qu'on peut appeler capitalisme, mais le système qui est là, également pour qu'il puisse migrer vers un nouveau horizon, il faut qu'il soit plus inclusif. Donc, cette décision n'appartient plus à la grosse finance, mais cette décision doit, et de facto maintenant, et en fait, descend vers le bas et qui est beaucoup plus proche de celui qui a son argent. Et donc, c'est une nouvelle chance à saisir, et c'est à la fois une nouvelle chance pour les individus de changer donc avec leur argent ce qui en sort, mais également le système a une nouvelle chance d'engager en fait les gens dans la décision et d'agrandir son acceptation. Finalement, on devient pro-acteur. Voilà. Et donc, si effectivement, je pense également que si à la longue, les gens ne se sentent plus concernés par le système sera voué à la disparition, à l'échec. Clairement. Mais tu réponds déjà un petit peu à ma question suivante, c'est est-ce que pour toi, c'est un effet de mode ou une vraie tendance? Donc, on a déjà quelques pistes, mais est-ce que tu pourrais un petit peu donner ton avis là-dessus? Moi, je crois que effet de mode, définitivement pas. Pourquoi je dirais quelque chose comme, et ce n'est pas, surtout pas, il ne faut pas non plus simplifier, mais les effets climatiques ne seront pas gérés dans les 9 mois qui viendront. Le mode est quelque chose qui ferait que dans les 9 mois, on ferait quelque chose et puis on n'en parle plus. Or, les effets, les problèmes, etc., ce sont des problèmes qui peuvent devenir très graves. Je dis bien qu'ils peuvent, je reste un optimiste. C'est important de rester optimiste. Bouger avec ces problèmes, mais les problèmes qu'on aura sont des problèmes de long terme. Ils sont reconnus comme des problèmes de long terme et ils seront également adressés au long terme. Et donc, en ce sens, je crois que c'est pour cela déjà que ce ne sera pas un effet de mode. Deuxième chose, je crois que les politiciens, le monde politique et le monde social s'est rendu compte qu'il faut de l'engagement, je dirais, conséquent et à moyen long terme. Je crois que tout le monde a bien compris cela. Et donc, c'est pour cela que ce ne sera pas court terme. Est-ce que, je pense que ce qui est également important à dire, c'est qu'il est très important d'avoir un changement de mentalité, un changement d'idée qui vient du bas. Et je m'explique par un exemple qui, pour moi, était un des exemples les plus frappants parce que j'étais quand même 30 ans dans la finance classique et on sait très bien comment les rouages fonctionnent, n'est-ce pas? Alors, on sait très bien, c'est quand même assez obscur pour certains, quand même. Non, d'accord, mais étant 30 ans dans la finance... Voilà. Et on peut toujours dire, oui, mais il n'y a rien qui change, etc. Mais il y avait, pour moi, je pourrais en citer quelques-uns, mais l'exemple le plus flagrant, c'était que un des gros prestataires dans le domaine de l'offre de fonds qui avait déclaré que si finalement maintenant les sociétés pétrolières ne changeaient pas et s'engagent de façon plus conséquente dans le changement énergétique, cette société allait désinvestir dans tout ce qui est pétrole. Et donc ça faisait la une de la Financial Times. Et par hasard, une semaine il y avait donc un CEO d'un grand pétrolier, je crois que c'était BP, mais je ne suis plus à 100% sûr,
qui par hasard faisait une interview. Hein. Et dans le cadre, par hasard, on parlait également de ce changement, cette transition énergétique. Et là-dessus, il a dit, oui, mais vous savez, on a des plateformes, etc. Ça nous a coûté une fortune. On ne peut pas tout simplement arrêter tout ça. Et donc, le journaliste ne se satisfaisait pas de cette réponse et disait, mais est-ce que vous n'avez pas su prévoir la chose? Vous êtes quand même des managers. Pourquoi vous avez encore investi dans les plateformes alors que vous saviez qu'il y avait ce problème? Et il disait, oui, oui, évidemment, on savait. Mais on avait sous-estimé la vitesse et la pression qui allait nous tomber dessus. Ça voudrait dire quoi? Si dans le système, il n'y a pas moyen de faire de la pression, ben les réactions ne sont pas là. Ça veut dire une autre chose, que tous ces gens-là sont bien susceptibles à cette pression. Une fois que quelqu'un l'exerce, ils réagissent. Et donc, dans ce cadre-là, je pense donc que, numéro un, ce ne sera pas court terme, et deuxièmement, que cette conscience amène bien des résultats. Alors donc c'est sur cette base, sur ces bases, ces réflexions que t'es venue l'idée de Moneyflow, qui est une application dédiée à l'investissement durable et qui se veut accessible justement à un public vraiment large. Alors, en quelques mots, Moneyflow, Kezako. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, Kezako, ça veut dire qu'est-ce que c'est? Oui, donc Moneyflow. Oui, effectivement, donc en ayant fait le tour un peu de toutes ces pensées, on se rend compte que d'un côté, il y a encore toujours de l'argent qui reste quelque part sur les comptes, tout simplement, je dirais un peu en dormance. En dormance, ouais. Alors que les gens savent également que peut-être à l'époque, ils ne gagnaient même pas de l'intérêt. Oui. Aujourd'hui, on gagne un peu d'intérêt, mais l'inflation est comme très forte. Donc, on se dit, mais pourquoi cet argent, il est en dormance? Pourquoi les gens ne participent pas dans l'exercice, sachant qu'en participant, ils peuvent avoir deux effets. Premier effet, avoir une liberté financière, parce que bon, en investissant, on gagne de l'argent pour les années à venir, et on peut contribuer à ce changement. Mais pourquoi ça se fait pas? Et donc, en faisant un peu l'analyse des choses, et là on a également commencé à faire les premières études de marché, il y avait beaucoup de gens qui disaient, numéro 1, c'est trop compliqué. Numéro 2, je ne comprends pas. Ouais. Numéro 3, je ne pense pas que j'ai assez d'argent pour commencer. Hein, il faut avoir beaucoup d'argent pour investir, etc. Donc, tous ces éléments étaient perçus comme un peu un blocage pour justement participer ou de faire fructifier son argent ou de travailler à cette liberté financière dans des années ultérieures. Ou pour des projets bien spécifiques, que ce soit les études de quelqu'un, une maison, une retraite ou quoi que ce soit. Et donc, c'est là où on a dit, mais est-ce que, et on a commencé alors à regarder les différents éléments qui sont là, et on s'est rendu compte que, où le constat en est, il y a effectivement, donc il y a des tools qui sont accessibles, mais souvent ces tools sont pour des gens qui sont plutôt dans tout ce qui est spéculatif, trading, etc. Et donc, ça rejoint beaucoup plus un peu ce genre de jouer un peu avec son argent plutôt que d'investir. Et le deuxième élément, c'est dans ces applications, dans les plateformes qui étaient là, le côté sustainable. Donc, qu'est-ce que mon argent fait était également complètement absent. Parce qu'on pouvait encore facilement acheter en n'ayant pas un grand capital, mais on ne pouvait pas voir ce que l'argent faisait. Et donc, c'est pour cela qu'on justement on a dit, on va créer Moneyflow. Moneyflow, une plateforme qui veut satisfaire aux besoins suivants, aider les gens à trouver la confiance qu'ils peuvent le faire, proposer des produits qui sont également adaptés à une telle clientèle. Donc, ça doit être des produits avec une certaine diversification assez simple, en limiter au maximum le risque auquel on s'expose, parce qu'en investissement, on s'expose également à des risques, c'est vrai. Donc, il faut que les gens puissent comprendre, mais que ce risque soit également géré. Donc,
un produit de retail, il faudrait que ce soit accessible. Donc, j'accède à quelque chose, je comprends ce que je fais, je peux décider vers où mon argent va. Et également, autre élément, il faut que cette offre soit payable. Hein. Donc, il faudra qu'effectivement, pour moi, en tant qu'investisseur, ayant des sommes moins importantes, il ne faut pas que les frais me font fuir et quelque part bouffent le premier rendement parce que tout simplement, les frais fixes sont trop élevés. Et c'est comme ça qu'on a donc lancé cette idée. Et bon, le slogan, il est en anglais, mais c'était avec cette idée, make your money matter. Make your money matter pour toi-même, parce qu'il y a dans l'investissement également une recherche de la fructification personnelle, mais également make your money matter pour le système, pour le monde, en disant, ben oui, on peut également gagner de l'argent en ne faisant pas n'importe quoi. C'est absolument faisable. Et d'ailleurs, ce monde, comme on a discuté, ce monde tourne plutôt vers de l'argent qui fasse du sens que de l'argent qui est court terme. Donc, il y a clairement cette tendance qui est là et qui ne va pas disparaître et qui est bien pour le système. Alors voilà, qui va peut-être réconcilier nos auditeurs et en tout cas moi avec la finance. Mais comme je disais, on en parlait juste avant de commencer l'entretien, est-ce qu'il n'y a pas préalablement peut-être aussi un besoin d'information, alors éducation, en tout cas de sensibilisation, parce qu'on a encore, tu le disais tout à l'heure, cette vision un peu caricaturale de la finance qui ne peut concerner qu'un certain nombre de gens, ou alors sinon j'ai juste mon petit compte d'épargne parce que là je vois ce qu'il y a dessus, mais finalement entre les deux c'est un peu flou. Oui. Besoin de transparence aussi, parce que des fois c'est tellement compliqué, tellement de produits, et on se sent un petit peu perdu dans toute cette masse d'informations, quoi. Du coup, on fait pas grand-chose ou des choses hyper classiques. Oui, donc il y a une partie, donc la vision de Moneyflow, c'est justement d'avoir ce côté donner confiance, ce côté formation. Formation, c'est peut-être un mot dur. C'est combler cet intérêt de dire ok, step by step, je commence par là. Ok, est-ce que avec ça, par exemple, sur une décision d'investissement, ça veut dire quoi investir par rapport à spéculer? L'investissement, donc c'est telle chose. Donc si je fais telle chose, est-ce que j'ai bien compris? Et donc je vais y aller de façon un peu plus pragmatique. Je vais dire, ok. Pour nous, chez Moneyflow, on reste de l'avis que pour des gens qui ne sont pas des spécialistes, qui ne peuvent pas devenir des spécialistes, les fonds d'investissement sont des bons instruments parce qu'ils permettent tout simplement d'avoir déjà une certaine gestion au sein du fonds d'investissement que j'achète, qui n'est pas visible pour moi, mais à laquelle je peux faire confiance parce qu'il y a un régulateur qui regarde dessus et qui fait en sorte à ce que ce soit bien fait. Il y a ce deuxième élément qui est très important dans les décisions d'investissement, c'est la diversification du risque. Parce que je mets tout mon argent sur une action parce que si j'ai 1 000 €, je ne peux pas commencer à acheter 10 investissements différents. Hein. Et puis, il faudrait, et lesquels? Je commence à être dans ce grand truc de dire, je vais pas m'y retrouver. Donc, il y a donc cette diversification qui est dans le produit. Et ce que nous rajoutons, c'est cet élément, ok, qu'est-ce que mon argent fait? Et donc, ça, c'est évidemment une spécificité Moneyflow, c'est-à-dire les produits sont déjà là, mais nous, on les analyse en sus, ou on met à disposition en sus pour l'investisseur des critères de décision sur ce que mon argent fait. Et donc, si je mets un peu ces 3 éléments ensemble, j'ai quelque chose déjà de compréhensif qui me permet de faire le premier pas. Également, ce qu'on fait, je vais revenir un peu par la suite sur comment s'imaginer la question « qu'est-ce que mon argent fait ?» mais de dire également, donc, les éléments en sus, c'est par exemple quand on a chacun, s'il ouvre son compte, la possibilité de tester dans la réalité économique avec de l'argent virtuel, en 10 000 €, je peux commencer à créer un portefeuille. Donc, je prends quasiment des décisions d'investissement et j'essaye de trouver un peu d'assurance. Si j'avais fait cela vraiment, qu'est-ce que ça m'aurait fait?
Hein, et donc, comme ça, je peux tester un peu. Et comme c'est des conditions réelles, je peux vraiment dire, est-ce que je serais fait pour cela, oui, non. Est-ce que le produit est fait pour moi, oui, non, etc. Donc, il y a cet élément-là. Puis, il y a cet élément qu'on va encore faire. Donc là, pour le moment, on n'a pas encore réalisé. C'est un élément community. Donc, je peux échanger avec mes pairs dans un langage qui nous est commun sur mes expériences, ce que je pense du futur. Est-ce que investir dans l'hydrogène, c'est une bonne idée? Oui, non. Donc, des discussions comme cela, des forums thématiques sur certains sujets. Donc, voilà un peu également cette idée de s'entretenir l'un l'autre, ce swarm intelligence. Je ne suis pas avec des gens qui sont dans un autre monde, mais je suis évidemment, donc on aura des règles bien spécifiques. Il n'y a pas tout le monde qui peut créer des sujets, etc. Il faudrait que tout cela reste d'une qualité acceptable, mais dans ce cadre-là, on s'échange sur les produits, etc. Donc voilà un autre élément qui est important dans cette idée de se former, de s'intéresser et de trouver des forums où je peux comprendre les choses. Donc, ça voilà, une simplification en fait pour l'investisseur. Ça lui rend les choses accessibles, faciles de compréhension, avec des vraies ressources pour s'informer et aussi développer ses capacités en fait. Voilà. Et donc aujourd'hui, si on rentre déjà sur l'application, il y a un certain nombre de contributions. J'ai encore jamais investi. Quels sont les éléments de base? Qu'est-ce que je devrais considérer? Puis il y a par exemple des explications. J'ai jamais encore compris ce que c'est les Sustainable Development Goals des Nations Unies. On explique ce que c'est parce que c'est effectivement c'est devenu le critère primordial selon lequel nous on classifie les applications. Et là également, pour en parler un peu, aujourd'hui on parle beaucoup de ESG. Hein? Et donc c'est déjà un langage qui est déjà en fait un langage de professionnel. Oui. Parce que je peux encore comprendre ce qui est l'environnement, est-ce le social avec l'investissement, comment ça va se marier, mais où je suis définitivement perdu, je crois, pour beaucoup de gens, en tout cas, c'est la gouvernance. C'est déjà quoi la gouvernance? Pourquoi c'est important? Et on se rend compte que souvent, dans ces choses, on perd les gens. Alors, c'est pour cela que nous, lorsqu'on a fait nos études de marché, on a dit, il faut encore être plus simple que ESG. Et finalement, ce qu'on a donc favorisé, c'est donc les Development Goals des Nations Unies. Pourquoi? Parce que c'est du vocabulaire quand même, pas du n'importe quoi. C'est quelque chose qui est bien prédéfini, qui a ses mérites et qui a sa reconnaissance, mais également parce que ça parle aux gens. Clean Energy, ça parle aux gens. Zero Hunger, ça parle aux gens. J'ai directement compris de quoi il s'agit. Et donc, comme c'était à la fois un vocabulaire reconnu, avec des critères reconnus, et à la fois quelque chose qui est beaucoup plus figuratif, on s'est dit, si on se lance avec Moneyflow dans l'investissement, on peut le faire par rapport aux critères financiers, mais également par rapport à ces critères, comment mon argent tourne dans le système. Donc ça, c'était un des vecteurs. L'autre vecteur est clairement celui de l'exclusion. Les gens ont normalement des sentiments très forts sur ce qu'ils ne veulent pas. Je ne veux pas les armes, je ne veux pas l'huile palmier, je ne veux pas le charbon, le nucléaire. Donc ça, c'est quelque chose également qui est très fort et donc on permet aux gens également clairement définir à quoi ils ne veulent pas participer. Et donc, voilà une force, clairement, je pense, de l'application, c'est qu'on choisit soi-même, parce que souvent, qu'est-ce qui est sustainable ou soutenable, c'est des choix très, très individuels. Il y en a qui pensent que telle chose est inacceptable, alors que pour d'autres, ça fait partie de l'arsenal. Et on a vu que dans toute cette discussion sur est-ce que le nucléaire doivent faire partie
technologies de transition acceptables ou est-ce que le gaz en fait partie? Il y a déjà deux nations qui ont des visions très, très différentes sur le sujet. Ouais, et donc, en fait, alors qu'il y a qu'il pourrait y avoir beaucoup de discussions, et il y a là maintenant la discussion en disant, mais vous êtes en train de faire du greenwashing parce que vous acceptez, les Allemands disent, mais on accepte le nucléaire, c'est du n'importe quoi. Les Français disent, mais vous, avec votre gaz, c'est pas bon. Moneyflow, je suis devant mon application et je décide moi-même. Et si j'ai envie d'en exclure le nucléaire, je le fais. Si je veux exclure les deux et le charbon ou je sais pas quoi, je le fais. Et donc, j'ai mon résultat. Et en fonction donc de mes pensées individuelles et de ma perception individuelle, je définis qu'est-ce que je soutiens avec mon argent. Ok, donc tu as un petit peu répondu déjà à ma question suivante, c'est en tant qu'investisseur, donc j'arrive sur ma plateforme, je la télécharge, je me connecte, et là qu'est-ce que j'y trouve? Donc tu expliques que tu peux choisir ce vers quoi tu veux te diriger. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus à nos auditeurs comment ça se passe une fois qu'on est sur l'application? Voilà, une fois qu'on est donc sur l'application, d'un côté, donc je peux consulter différents articles si j'ai envie. Donc, je peux trouver, par exemple, qu'est-ce qui est, comme je l'ai dit, donc, première leçon pour investir. Je peux retrouver qu'est-ce qui est la sustainability, qu'est-ce qui est du greenwashing, comment fonctionne le rendement financier, tout un genre d'éléments. Puis, je peux également directement voir un peu comme dans des plateformes beaucoup plus, je dirais, terre à terre, Amazon et autres, qu'est-ce qui sont les plus populaires sur la plateforme, quels sont les produits les plus populaires. Donc, si je veux pas me faire une grosse tête, je vais déjà regarder qu'est-ce que d'autres ont, je dirais, le vote de tous les utilisateurs. Qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Je peux également regarder qu'est-ce qui sont les plus populaires dans la consommation durable, etc. Donc, il y a déjà un peu tout ce touch and feel qui est beaucoup plus, je dirais, accueillant. Par la suite, je dirais ce que beaucoup de gens feront par la suite, c'est dire, OK, je veux commencer de choisir parmi la population. Donc, actuellement, on a 500 fonds sur la plateforme, c'est dire, OK, je veux peut-être penser à investir, donc par comment je vais trouver mon investissement. Et comment je vais trouver mon investissement, c'est d'un côté le côté financier, combien de risques je veux prendre, oui ou non. Pour cela, on a également des explications sur ce que les catégories de risques veulent dire, qu'est-ce qui est un risque qui est bas, qu'est-ce qui est un risque qui est moyen, qu'est-ce qui est un risque qui est élevé. Donc, ces catégorisations qu'on en trouve, mais par la suite également, donc, cette possibilité de faire également les choix, pas uniquement les choix financiers, parce que ça, c'est un classique, non, de faire les choix sur l'utilisation des fonds. Et donc, on peut y aller soit en utilisant quelques filtres simplifiés. On a regroupé des Sustainable Development Goals sur 4 grands blocs. Par exemple, si je veux avoir un filtre rapide, je peux dire, OK, je veux avoir un investissement qui est bien pour l'environnement. Je pose environnement et ça combine plusieurs SDG. Ou bien basic needs, donc les besoins fondamentaux de l'humanité, des gens, etc. On rentre là-dedans dans l'éducation pour tout le monde, la nutrition pour tout le monde, etc. Un autre gros filtre. Soit que je vais donc avec des gros filtres, ou soit je choisis moi-même, donc j'ouvre impact et je choisis mes impacts. Puis j'ouvre exclusion et je choisis mes exclusions. Et en choisissant, je vais voir que les 500 vont se réduire à peut-être parfois 5. Et donc, voilà les 5 qui pourraient correspondre à mon goût. Je regarde les 5 et si j'ai un coup de cœur sur l'un d'eux, je pousse sur investir, je choisis mon montant et j'investis. Et voilà, chose est faite. Je retrouve cela par la suite dans mon portefeuille et je peux voir dans mon portefeuille pas uniquement le rendement financier, mais également tout ce que j'ai comme impact sur le monde. Et donc, les deux côtés font partie du rendement d'un portefeuille.
Alors, petite question aussi pratico-pratique. Est-ce que c'est déjà le cas ou est-ce que ça va venir? J'arrive sur la plateforme, je me sens un peu perdue, j'ai envie d'avoir un contact humain. Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre? Euh, non, donc en ce sens, on n'aura pas, par exemple, c'est pas prévu qu'on aurait une helpline directe, etc. Pourquoi? Il y a différents éléments. Il y a un élément, c'est que, et donc c'est un élément réglementaire, c'est que nous n'avons pas l'autorisation de nous engager dans du conseil individualisé. Ok. Donc pour cela, il faut une autorisation spéciale et pour différentes raisons, on ne voulait pas avoir cette autorisation. Dans un certain cadre, on ne pouvait même pas l'avoir parce que, en fait, on fait deux activités où le régulateur dit qu'ils sont incompatibles dans un certain sens. Donc, soit on fait l'une chose, soit on fait l'autre. Okay. Maintenant, on peut évidemment avoir des partenaires pour des gens. Donc, là, on pense à la chose suivante. La plateforme est principalement orchestrée autour du do-it-yourself. Je vais décider moi-même. J'aurai les tools nécessaires. Donc, j'ai un arsenal nécessaire pour essayer de régler mon problème moi-même. Si je veux avoir de l'aide un peu supplémentaire, je le trouve à la fois par rapport à du contenu générique, donc des choses génériques, de l'information générique, ou bien donc dans une deuxième phase, donc j'ai mes pairs qui vont peut-être m'aider. La communauté, je vais trouver un peu de la guidance dans la communauté, mais il n'y aura pas une interactivité personnalisée. Hein, donc de l'appareil qui est originé de la plateforme et notamment également pour garder un peu cette neutralité de la plateforme. La plateforme ne prend pas part à ma décision, c'est moi-même qui décide ce qui est bien et ce qui me convient. Mais tout est suffisamment simplifié pour que l'investisseur puisse s'y retrouver sans trop de problèmes. Voilà, je crois que définitivement c'est le but et en fait on avait même récemment une présentation chez quelqu'un et qui disait « Oups, est-ce que tout cela, c'est pas trop simple et trop rapide ?» Et en fait, alors que je suis un peu concerné, je peux même faire cela, est-ce que c'est pas trop rapide, les gens ne réfléchissent plus. Et on l'a perçu également comme un compliment. Il fallait justement, c'était notre but, que ce soit faisable pour tout le monde, simple, raisonnablement rapide, parce que c'est comme ça que les gens veulent consommer là maintenant. Mais donc, que ce soit quelque part, c'était un de nos objectifs. Un deuxième élément de nos objectifs, c'était de pouvoir toucher tout le monde. Toucher tout le monde, en tout cas dans des tranches d'âge qui vont de 20 jusqu'à 50, 55, 60. Donc, il faut avoir le goût de faire soi-même. Et l'autre élément, c'est il faut s'intéresser à ce que son argent fait et il faut penser long terme. Voilà un peu les critères que ça a englobé. Et dans cet autre élément de dire on voudra créer une application pour tout le monde, c'était le gender balance. Si on regarde les applications de trading classiques sont à 75% utilisées par des hommes et uniquement à 25% des femmes. Pourquoi je ne suis pas étonnée? Et donc, il y a toujours ce truc, les femmes ne s'intéressent pas trop à la finance. Non, on leur parle de la mauvaise façon sur la finance. Les femmes peuvent s'intéresser autant pour la finance, mais elles ont besoin d'être adressées comme eux, ils perçoivent les choses. Et donc, et notamment dans notre exercice, on a vraiment tâché à ce que tout le monde soit accueilli, que tout le monde dise « Ah oui, mais ça me parle ». Et donc, évidemment, ça parle autrement et on peut parler très gender biased sur le sujet. Et c'est pour ça qu'alors, peut-être les femmes ne sont pas, la spéculation à court terme, ça ne leur parle pas. Jouer avec l'argent, ça ne leur parle pas. Investir, oui. En fait, faire un investissement qui fasse du sens, oui, ça me parle. Et je crois que ça, c'était également un des éléments, lorsqu'on a conçu cela, de dire, il faudrait que par l'application à elle-même, on arrive à cet objectif à 75-80%. Et les autres pourcents, soit
on s'associe encore avec des partenaires en disant, ben voilà, si vraiment tu as besoin de quelque chose d'individualisé, on a un partenaire, on parle à cette société et on essaie de travailler de main en main, donc de faire des liens avec d'autres parties qui ont les mêmes visions dans l'écosystème. Donc, une façon de gérer le problème. Le deuxième, c'est donc la communauté qui peut apporter un certain nombre d'éclaircissements. C'est vraiment intéressant. Alors, si on dézoome un petit peu, est-ce que avec toutes les crises et les scandales financiers là, des dernières années, décennies qui viennent de s'écouler, est-ce que Moneyflow pourrait être considéré comme un outil qui permette de redonner ou de donner simplement confiance dans le fait d'investir? Parce que c'est vrai que quand même là, on se dit, on voit avec les tensions au niveau des banques, les gens qui veulent acheter, ça devient compliqué, les prêts sont plus accordés, on se dit, mais on est à la merci de ce monde qui est un petit peu opaque pour beaucoup de gens, dont nous faisons partie, enfin en tout cas moi, Camille. Est-ce que là, c'est une porte qui s'ouvre? Et tout à l'heure, je t'ai entendu dire de l'âge de 20 ans à 60 ans, et ça m'intéresse aussi parce que j'allais te demander à partir de quel âge on peut se plonger un petit peu dans cet univers en ayant un minimum aussi de connaissances ou de sensibilisation. Il faudrait peut-être aussi à l'école ou au lycée remettre un petit peu de sens dans tout ça. Yeah, absolument. Donc, peut-être commençons d'abord avec la question sur comment. Moi, je dis toujours, en fait, ce qui est beaucoup plus important, c'est que les gens ont souvent peur de dire, mais est-ce que c'est le bon moment d'investir? En fait, le bon moment, ça veut dire le plus tôt possible, peu importe où la bourse se trouve. Parce qu'effectivement, tous les gens qui veulent aller sur les vagues de la bourse, acheter bas et vendre haut, franchement, c'est des coups de chance, même pour des professionnels. Donc, il faut un peu se délier de toute cette pensée. Oui, évidemment, il faut regarder un peu en gros la situation qui est là. Mais tous les spécialistes sont d'accord. Ce qui fait le plus de sens, c'est d'y aller de façon régulière, pas uniquement viser un moment, parce qu'évidemment, on peut trouver le moment le plus bas ou le plus haut, mais si on le fait de façon régulière, on trouve des moments qui, en moyenne, sont bons. Ah, voilà. Okay. Et donc, c'est une chose qui est donc faisable pour tout le monde. Y aller de façon régulière, regardant un peu, mais se donner une discipline d'épargne, investissement régulier. Et puis l'autre élément qui est le plus important, c'est commencer tout. Parce que beaucoup plus important que de trouver le bon timing, c'est de rester longtemps là-dedans. Je m'explique. Il est prouvé que, par exemple, j'avais récemment encore regardé une statistique, et notamment j'avais regardé les rendements de fonds d'investissement puissants sur nos plateformes en moyenne de 2011 jusqu'à 2021. Parce que bon, comme c'était maintenant, il y a une petite bosse là en 2022, on sait tous pourquoi, parce que le 2022 n'est pas encore terminé, mais même 2022 ne va pas dramatiquement changer la chose. Parce que c'est sur 10 ans, et en moyenne, si j'étais investi donc dans un fonds mixte qui est donc bien balancé sur les risques, j'avais un rendement de 5%. Or, avoir un rendement de 5% sur 10 ans, c'est même mieux que d'essayer d'avoir un profit de court terme de 15%. 10 ans, 5%, ça fait plus que 3 ans en 15%. Ouais, et il faut quand même faire encore 3 ans en 15%. On arrive peut-être 1 an sur 15%. Et l'année de suite, en prenant des gros risques, on va perdre. Donc, en moyenne, on a peut-être sur 10. Donc, y aller avec un risque digérable long terme, c'est mieux que d'essayer de voir la vague de dernier moment. Et donc, voilà quelque chose que je crois qui est important. L'autre chose qui est important, c'est qu'effectivement, c'est que si c'est donc le long terme, il est important qu'on éduque directement les jeunes, pas uniquement à jouer avec du crypto, ce qu'ils font déjà. C'est vrai. Mais également leur expliquer le bienfait de l'investissement long terme et de l'investissement en combinaison avec je vais changer ce système parce que je vais voter avec mon argent. Et je crois que si toutes les nouvelles générations sont éduquées comme cela, ils auront un autre impact sur ce système. Donc, voilà un peu en répondant sur le dernier élément de la question. Maintenant, est-ce que Moneyflow
peut aider Bah oui, finalement. à remettre de la confiance dans le système. Oui, en tout cas, c'est notre ambition. C'est notre ambition parce que effectivement, on veut remettre de la confiance dans le système, en ce sens que d'abord, si je veux contrôler où mon argent va, d'abord, j'ai une application qui me permet de le décider de ma façon. Ça présuppose évidemment que nos critères d'exclusion et d'SDG soient bien faits. Et donc, on a confiance pour le moment que on est bien lancé sur les critères et on arrive à satisfaire cette promesse en tant que telle. Deuxièmement, là où on a encore un petit voyage devant nous, c'est de faire un reporting de retour sur ce que l'argent est fait. Parce que je décide, et je décide sur certains sujets. Maintenant, par la suite, après un an, je veux savoir, OK, quel est mon rendement financier, 3%, 4%, 7, 8%. Mais je veux également savoir, alors, finalement, j'avais voulu soutenir l'énergie propre. Alors, qu'est-ce que ça a produit? Qu'est-ce que ça a fait? Combien de tonnes de CO2 j'ai épargné, etc., ou j'ai contribué à épargner? Et donc, ce deuxième élément de reporting de retour, on aura besoin d'un peu plus de temps. On aura besoin d'un peu plus de temps, c'est parce qu'aujourd'hui, les systèmes de reporting se mettent uniquement en place. Donc, par exemple, 2023, fin 2023, les informations, on peut déjà donner des informations parce on se concentre là-dessus, mais il y a peut-être un appétit plus grand qui est sur tu m'as fait une promesse, montre-moi ce que ça a fait. Hein? Et donc là, il faudra encore avoir un peu plus de patience et que les gens comprennent qu'on a besoin de patience parce que c'est uniquement maintenant que les réglementations sont mises en place pour forcer les entreprises à produire ces données. Une fois que les données sont produites, on peut beaucoup plus précisément également satisfaire à cette demande. Et donc, il y a donc également cet espoir qu'on pourrait contribuer à éliminer la discussion sur le greenwashing. Parce que si je décide moi-même, c'est plus de greenwashing. Ah oui. Si je peux décider si je veux avoir le nucléaire, oui ou non, l'essentiel, c'est que si je décide je ne veux pas l'avoir, que je ne l'ai vraiment pas eu. Hein? Ça, c'est l'essentiel. Mais de dire, si j'achète de façon générique un Clean Energy Fund, je ne sais pas s'il y a du nucléaire dedans, oui ou non. Et souvent, si on parle avec beaucoup de prestataires, ils n'ont pas assez d'avoir la granularité de cette information. Or, comme on s'est lancé sur la granularité de cette information, donc théoriquement, je décide moi-même ce qui est du greenwashing et ce qui n'est pas du greenwashing. Et avec cela, on essaye, je pense qu'on peut, et on a clairement l'ambition de faire une contribution dans ce côté, s'assurer à ce que tout le monde peut participer, remettre une confiance que les promesses de base sont bien respectées. Et donc ça veut dire au moment du choix, mais également à des stades ultérieurs de l'investissement où on a du reporting de retour et on voit que tout cela, ça tourne encore de la façon dont on voudrait que ça tourne. Tu parlais tout à l'heure de deux choses qui m'ont fait penser à le long terme. Finalement, c'est un peu comme si on plante une graine quelque part. Eh bien, il faut un certain temps avant que ça devienne une plante et voire un arbre. Ça, c'est une première chose. Et l'autre image qui m'est venue, c'est quand tu parlais d'investissement en up and down, c'est comme sur l'autoroute. Finalement, de changer de voie toutes les 5 minutes, c'est pas forcément la meilleure des choses. sur le long trajet, on n'est pas forcément gagnant de vouloir absolument aller d'un côté ou de l'autre. Et il y a dans les deux cas cette notion de patience finalement, qu'on a un peu perdu dans nos sociétés où on est dans je veux tout de suite maintenant des résultats, des réponses. Parfois c'est possible et parfois ça n'est pas, y compris en finance, Dieu merci. Il faut savoir être patient en finance. Non, mais l'image des graines, je l'aime bien parce qu'on aura, donc ce ne sera pas encore dans la version que tout le monde pourrait déjà commencer à consulter maintenant, mais on aura également une façon de faire du reporting de retour en jardin de fleurs. Donc, notamment, en fait, on a mis un grain. Et donc, ce grain, chaque goal qu'on se choisit sera représenté par une plante qui grandira au fur et à mesure du temps où elle est plantée. Et donc, il y a ce côté un peu, je dirais,
un peu ludique, un peu émotionnel, mais également ce qui est important quand même, parce qu'il faut également de l'encouragement, n'est-ce pas? Et donc, on veut représenter l'encouragement et le bienfait par un jardin qui grandira au fur et à mesure qu'on fait les investissements dans les uns et les autres. Donc, il y a un peu ce côté visuel, mais également ce côté de directement faire comprendre aux gens, mais c'est comme dans la nature, ça met du temps à grandir, mais ça grandira. Mais alors, je rassure nos auditeurs, je n'étais pas du tout au courant, donc il n'y a pas de sous-questions préparées, c'était vraiment spontané, merci. Alors, Georges, selon le rapport 2021 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement sur l'investissement dans le monde, la valeur des produits d'investissement à thématique de durabilité s'est élevée à 3 200 milliards de dollars en 2020, et soit une hausse de plus de 80% par rapport à 2019, ce qui montre que le marché des capitaux, il s'aligne vraiment de plus en plus sur des objectifs durables des Nations Unies. Et donc, ces produits comprennent des fonds durables, des obligations vertes, des obligations sociales ou encore des obligations à durabilité mixte. Et donc, ce sont des chiffres qui doivent vraiment te conforter dans le choix de cette application Moneyflow. Et comment tu vois tes perspectives de développement pour les années à venir? Effectivement, je pense que l'objectif, il est clairement là, il a été défini. Il y a beaucoup de gens qui se disent, mais ça fait beaucoup de sens. Il faudrait, si on veut migrer cela dans une nouvelle ère, c'est bien le chemin qu'il faut prendre. Et donc, les chiffres que tu cites, je pourrais également les compléter par les chiffres statistiques récentes sur les fonds d'investissement, qui font partie du cadre que nous avons sur notre plateforme. Et donc, il y a donc 3 sortes de fonds d'investissement. Il y a les fonds d'investissement qui sont des classiques, qui n'ont pas choisi de supporter un angle de sustainability. Il y a les fonds d'investissement ESG et impact. Sur notre plateforme, on n'a pas besoin de connaître la différence des deux, parce que comme on a voulu simplifier, on a dit peu importe, les gens sont intéressés par l'impact, ce que ça fait. Donc, ESG, c'est légèrement une autre approche, c'est une approche plutôt risque que l'impact concret. Donc, nous, on a décliné tout sur l'impact. Mais peu importe, donc, il y a donc les 3 catégories et les 2 qui sont ESG et impact, on les a sur notre plateforme. Donc, par rapport à celles qui ne s'intéressent pas du tout à la sustainability, ils ont eu en 2022 des gros retraits d'argent. Et les seuls qui ont eu encore du inflow, comme on dit, qui ont eu des capitaux nouveaux, c'est la catégorie impact. Tous les autres ont connu, dans la situation économique un peu difficile, des désinvestissements, alors que les autres ont encore reçu des nouveaux investissements. Donc, clairement, la tendance est là. Les gens se disent, mais si je veux encore investir, mais je veux investir alors avec un certain sens. Et donc, voilà ce qui confirme ce que tu dis, clairement, également dans cette sous-catégorie, parce que là, tu as un peu pris toute la finance durable, qui est les obligations vertes et tout les microfinances et compagnie. Là, on met ce qui est pour le retail, pour tout le monde, et donc là, on voit la même chose. Et donc, peut-être je fais part d'une petite réflexion, lorsqu'on a lancé notre idée, évidemment, il y avait toute une discussion. Est-ce que ce qu'on fait est niche ou est pas niche? Et déjà, il y a 2 ans, je me suis dit, j'étais parmi les premiers à dire, mais non, c'est pas niche. Ça deviendra une certaine normalité pour une grosse population. Il y a encore toujours une population qui se dit, bon, c'est pas trop important, argent, et le reste, c'est autre chose, et qui font pas des ponts entre les sujets. En fait, le social, c'est pour l'assistance sociale et tout ce qui est UNICEF et autres, c'est pour faire des donations, mais ils ne font pas les ponts entre les 3. Parfois, peut-être les extrêmes, on ne peut pas nécessairement faire des ponts, mais entre un social ou l'objectif de toute une société et de l'argent, mais moi je pense qu'il y a des ponts clairs et nets, il faut construire ces ponts. Et donc, si je regarde aujourd'hui, je crois que la tendance est que déjà, également dans cette population de fonds, des fonds d'investissement, les chiffres sont tels qu'après la durée qu'on a déjà eue, que la part de marché des ESG et impact, c'est déjà 50% de tout l'encours, et qui est quand même assez appréciable et qui a tendance uniquement encore de s'accroître, alors que
je pense que la plus grande partie sera d'ici 5 ans dans ce qui est ESG Impact. Et donc, pour moi, donc, la confirmation a été donnée déjà sur les 2 dernières années que c'est pas niche, mais que c'est mainstream. C'est la tendance, une des grosses tendances générales et qui va se confirmer. Bon, on est ravis que tu sois là pour déjà nous l'annoncer. C'est bien. Alors, comme on te l'avait déjà dit, ACAM a pour habitude de demander à ses invités de donner aux auditeurs des idées pour se mettre en action. Tu l'as dit tout à l'heure, on en a parlé pour devenir acteur du changement. Alors, évidemment, faire usage de Moneyflow, on a bien compris, c'est un axe. Mais peut-être juste avant ça, avant de s'y mettre, est-ce que tu peux suggérer peut-être à ceux qui aimeraient faire un pas vers cette finance durable ou cette façon, peut-être même pas forcément de la finance durable, mais justement concrètement, vers, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des choses à lire, des rapports ou des simples pour se familiariser un petit peu, ou des gens qui n'osent pas, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Oui, donc on a récemment sur Instagram, on a fait Instagram et Facebook, on a fait un post sur les bouquins à lire pour des gens qui veulent investir de façon soutenable et qui veulent donner du sens à leur argent. Merveilleux. Donc, je les ai pas maintenant par cœur, mais on a cité 4 et 5 comme de la littérature de référence. Et puis, bon, je crois que, en fait, tout cela passe par de l'intérêt et d'une culture générale qui est celle qu'on devrait d'ailleurs. Et là, par contre, en matière de durabilité, je crois que dans les écoles, on fait beaucoup plus que lorsque j'étais à l'école à l'époque. On rajoute malheureusement pas la finance, on en a discuté. On pense que la finance, ça reste encore pour lorsqu'on a 45 ans. Alors, comme on a dit, comme il est important de commencer tôt, il faudrait directement éduquer. Donc, je crois que là, il y a des choses qui se font. Donc, cette prise de conscience et ce passage d'information. Et pour moi-même, donc, je fais également partie d'un think tank du gouvernement, ce qui est le comité de la soutenabilité. Et donc, notamment, j'ai encore appris quelques bonnes choses. On se simplifie parfois trop les choses. Bon, dans ce cadre-là, par exemple, il y a toujours un bilan d'utilisation de planètes qui est calculé pour chaque nation. Exactement. Et donc, au Luxembourg, on consomme 8 planètes. Et donc, ça m'a toujours perturbé, mais pour autant, quand on ne l'explique pas, c'est difficile de comprendre comment ça se fait qu'au Luxembourg, on en consomme 8. Et par exemple, en Allemagne et en France, on consomme en moyenne 2 planètes. Peut-être au Qatar ou à Dubaï, on en consomme 50. Il faut aussi faire le parallèle. Voilà. Et donc, et qu'est-ce qu'on a donc fait? On a vraiment fait une analyse, comment se décortiquent les 8 planètes. Et donc, dans une certaine partie, il y a des problèmes de méthodologie de petits pays. On voit souvent, et lorsqu'on regarde ces statistiques, c'est toujours d'abord, c'est les grands pays, les petits pays qui sortent un peu du lot. Et donc, il y a donc ce biais petit pays. Et donc, je ne veux pas aller dans le détail. Et puis, il y a également une autre réalité, c'est que les choses qui ne viennent pas de la question petit pays, mais par exemple, c'est que si on regarde encore, si on donc décortique un peu le biais statistique, etc., on arrive encore à 2 planètes et demie, c'est donc beaucoup trop. Et donc, dans ce cadre-là, par exemple, les déchets alimentaires font une utilisation d'un quart de planète. Un quart de planète, c'est du déchet alimentaire qu'on produit et qu'on jette. Alors, d'un côté, ça fait que c'est de l'argent qu'on pourrait épargner et investir, mais également, c'est un mal qu'on fait à la planète. Donc, par exemple, s'occuper un peu de soi-même, est-ce que je dois vraiment jeter quelque chose, est-ce que je dois vraiment acheter quelque chose, etc. C'est de la planification pure et dure.
c'est également avoir un peu plus de courage. Il ne faut pas tout jeter lorsque la date est un peu périmée, parce que souvent, c'est des lois qui préconisent cela, et ces lois, et c'est là où il faut également changer le système, ces lois sont encore des incitateurs à la consommation plutôt que des incitateurs à l'épargne des ressources. Donc là, on est en train également de travailler dans ce genre de think tank, comment on peut changer ces lois. Et voilà un peu les choses qu'on peut faire. Si on regarde également le footprint des frais en décembre, il faut tout simplement attendre jusqu'en avril et mai d'en acheter de nouveau. Il faudrait commencer à dire, mais non, en hiver, je consomme ce qui est là dans ma région en hiver. Là. On peut toujours faire des exceptions. À Noël, je veux acheter des fraises. En achetant des fraises, c'est pas grave. Mais de faire cela pendant toute l'année, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut prendre conscience que essayer de vivre selon les saisons, ce qu'on a toujours fait, parce qu'il n'y avait pas encore des avions et des bateaux qui pouvaient pas transporter les choses. Donc, revenir un peu à ces choses-là. Je crois qu'il y a, par exemple, également, la mode jetable, ça fait un footprint énorme. Hein? Et donc, essayer de se mettre quand même, se faire encore toujours du plaisir. Je ne suis pas quelqu'un qui veut toujours aller à l'extrême, même... autrement dit, je pense qu'il faut créer un consensus très large et prendre son mouvement dans le consensus très large. Parce que, alors qu'il est toujours bien d'avoir des champions en les matières, mais les champions sont souvent un peu extrêmes. Et donc, ça peut peut-être montrer l'exemple à certains gens, mais beaucoup de gens ne veulent pas adhérer. C'est pour ça que je pense, alors qu'il faut avoir des champions, ce qui est important, c'est de ramener le public au mouvement. Et donc, s'il y a 1 million de personnes qui vivent à l'extrême, bon, ça fait quelque chose. Mais je crois que si on arrive à faire le consensus de 2 milliards, 3 milliards de personnes qui ont un certain esprit et même ne sont pas si extrêmes, mais font des réductions et réfléchissent à 15%, en fait, ça fait beaucoup plus aux planètes que les 1 million qui vivent à la façon extrême. Et donc, avoir cette pensée de dire, OK, il ne faut pas tout changer, on ne peut pas tout changer, mais il faut qu'un maximum de gens commencent quand même à réfléchir sur certaines habitudes. Je crois que c'est la bonne chose à faire. Et avec ça, on arrive beaucoup plus à move the needle, donc à faire bouger la planète dans un certain sens. Et moi, je crois plutôt essayer de fédérer beaucoup plus de gens sur des trucs minimales où il faudra vraiment essayer de bouger. Et avec ça, je crois qu'on va y arriver. Et puis, comme dit également, ce ne sera pas une mode, il faut qu'on se le mette dans la tête, ce sera un changement d'habitude. C'est comme si je pense que j'ai un peu trop de kilos, je peux essayer le truc rapide, parfois ça m'aide un peu, mais si par la suite je retombe dans les mauvaises habitudes, voilà, ça ne fera pas la chose. Donc, comme toute chose là également, c'est le petit changement des habitudes à petits pas, mais de façon conséquente et durable qui feront le changement. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais OK pour embarquer la majorité, le plus grand public, le plus grand nombre, mais ce serait aussi un peu sympa que les gouvernants, les responsables donnent aussi le là et montrent un peu l'exemple, parce qu'aujourd'hui, on est encore un petit peu loin. C'est faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Ça reste quand même un petit peu, quand on voit là avec la COP27, comment ça se déroule. Bon, alors, comment dire, ça, plus tous les excès divers et variés. Après, et tu l'as dit, à juste titre, se faire plaisir, évidemment, on ne va pas non plus devenir des ascètes et arrêter de consommer du jour au lendemain, c'est impossible. En revanche, on peut tout à fait se faire plaisir en mangeant son yaourt au-delà de la date qui est inscrite sur le paquet. Et moi, je me dis, mais comment se fait-il qu'il faille 15 000 années de réflexion pour savoir qu'il faut changer une loi et dire aux gens, ben non, en fait, continuer à consommer. Enfin, voilà, on est sur des choses qui sont quand même simples et basiques. Non ? Oui, absolument. Non, je te rejoins là-dessus. Je vais encore une fois battre tambour dans le sens, mais parce que je suis un persuadé de la chose, c'est que c'est là où je pense donc également que décider avec sa consommation et avec son argent de façonner un nouveau monde est plus rapide que la voie politique. Ça, c'est vrai. La voie politique, elle est faite d'un amalgame
d'intérêts où, évidemment, il y a des lobbyistes ou des défendeurs d'intérêts qui travaillent les politiciens dans un certain sens, qui leur font peur si tu fais ça, mais il n'y a que des déficits, et tu ne seras pas réélu, nanana, etc. Donc, ça existe. Or, si je choisis de ne pas donner mon argent à telle entreprise qui est peut-être très bien lobbyiste, ben, la chose est terminée. C'est comme ne plus donner de l'essence à un moteur. Si je ne donne plus de l'investissement à cette société, là, elle ne va pas fonctionner. Et donc, la politique elle a une grande responsabilité et elle doit prendre ses responsabilités. Et parfois, on la voudrait et on aimerait être plus courageux dans un certain sens et ne pas avoir peur de tout. Et je signe avec les deux mains. D'un autre côté, c'est pour ça qu'il faut également dire, ben, je vais diriger moi-même. Je vais diriger avec mes actions. Et ces actions, moi, je pense sincèrement, et je recite le cas également des pétroliers, ben, ça les impressionne. Si on leur dit, mais on vous donne plus de l'argent, ben, là, maintenant, je réagis. Alors que sur d'autres sujets, ils auront encore toujours leur façon d'essayer d'influencer les policy makers, comme on dit, sur les lois à faire ou à ne pas faire. Maintenant, comme dit, je ne veux pas non plus casser la politique. Elle est là, elle est importante, etc. Mais il est vrai qu'on peut y aller de façon plus rapide d'une autre façon. Et moi, je crois dans cette autre façon. Mais c'est parfois décevant, oui. C'est parfois décevant pourquoi on met aussi longtemps pour donc changer d'une ou l'autre chose. Et je crois qu'il y a cette multitude d'intérêts qui fait que évidemment ça bouge lentement, mais c'est pour ça qu'il faudrait d'autant plus le pouvoir, il faut redonner le pouvoir aux individus, de pouvoir également choisir de façon rapide, comme ils veulent, comme ils le souhaitent, les choses. Merci beaucoup, Georges. Merci, chers auditeurs, vous avez bien compris et c'est ce que nous, on essaye de faire avec ACAM. Nous sommes en mesure de reprendre notre pouvoir. On n'a pas à nous donner, on l'a, et notre façon d'agir va nous permettre de faire changer les choses, chacun à notre niveau, mais tous ensemble, ça ira plus vite et plus loin. Acteurs de notre futur. Acteurs de notre futur, exactement. Et merci beaucoup, Georges, pour cette intervention. C'était très riche, très intéressant. Ça donne plein de pistes à nos auditeurs pour investir de façon simple avec cette belle application. Merci de votre intérêt. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, tout le succès pour Moneyflow, on va se précipiter pour tester nous aussi. À bientôt. Et à très bientôt.